Je m'appelle Fiona Keller, j'ai 28 ans, et j'ai passé des années à vivre sous le poids des moqueries de ma propre famille. Ce dîner, qui semblait banal, a été le tournant de ma vie. Mes parents se sont penchés au-dessus de la table, un sourire narquois aux lèvres. Fiona, tu n'auras jamais une maison comme celle de Baptiste. Baptiste, mon frère aîné, leur éternelle fierté, a ajouté en ricanant. Elle sera fauchée toute sa vie. Leur rire résonnait dans ma tête, chaque mot entaillant un peu plus mon rêve de construire une vie en tant que développeuse indépendante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée silencieuse, laissant leur voix se dissoudre dans le bruit, en me promettant qu'un jour, je leur prouverais qu'ils avaient tort. Une semaine plus tard, ils sonnaient à ma porte, incrédules à l'idée que je sois réellement propriétaire d'une petite maison de maître à Bois-Clair, en banlieue de Lyon. J'ai ouvert la porte, les ai fixés droit dans les yeux et j'ai dit. Dégagez de chez moi. La porte a claqué et à cet instant, je me suis sentie libre, comme si je venais enfin de briser les chaînes invisibles qui m'avaient retenue si longtemps. C'est là que commence l'histoire que je vais vous raconter. Celle d'une femme qu'on a rabaissée, mais qui s'est relevée. Une histoire de courage, de justice et de reconstruction, d'une vie qu'ils ne pourront jamais m'enlever. Avant de plonger dans mon récit, dites-moi, quelle heure est-il chez vous, et dans quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire est allée. Revenons là où tout a commencé. J'ai grandi dans la banlieue de Lyon, dans une petite maison à 2 niveaux, avec ma mère Laurence Keller, mon père Denis Keller, et mon frère Baptiste. Notre quartier était typiquement résidentiel, avec ses impasses fleuries et ses pelouses impeccables, l'endroit où tout le monde connaît la vie des autres. Baptiste, de quelques années mon aîné, était l'enfant modèle. Il avait décroché un poste dans la finance dès la fin de ses études, un emploi avec bureau d'angle et prime confortable. À 25 ans, il avait déjà acheté un bel appartement moderne au centre-ville, et mes parents ne me laissaient jamais l'oublier. Baptiste a sa vie bien en main, disait maman, la voix acérée tandis qu'elle tournait son café. Papa, assis à la table, acquiesçait en silence, un silence plus lourd que les mots. J'étais dans ma fin de vingtaine, encore en train de chercher ma voie, et leur comparaison me blessait comme du sel sur une plaie. J'avais toujours aimé coder, créer des applis, résoudre des problèmes avec des lignes de code. Mais quand j'ai choisi le freelance plutôt qu'un emploi stable de bureau, maman a trouvé ça insensé. Papa ne l'a pas contredite. Il me parlait du salaire de Baptiste, de sa voiture, de son appartement, et me demandait pourquoi je ne pouvais pas être comme lui. Je me souviens d'un Noël où Baptiste est arrivé avec une montre flambant neuve qui brillait sous la lumière du salon. La finance, ça paie bien, s'est-il vanté en la brandissant. Maman rayonnait. Papa lui tapotait l'épaule. De mon côté, je venais d'obtenir mon premier gros contrat de développement. Quand j'en ai parlé, maman m'a coupé sèchement. C'est bien Fiona, mais Baptiste vient de conclure un contrat à 1 million d'euros. J'ai souri, le cœur serré. Ce n'était pas seulement qu'il le préférait. C'était qu'il me rendait invisible. À l'école, c'était pareil. Baptiste, capitaine de l'équipe de débat, toujours sous les projecteurs. Moi, je passais mes soirées dans la salle informatique à apprendre Python toute seule. Personne ne le remarquait. Un jour, j'ai gagné un concours régional de programmation. Je suis rentrée en courant pour leur annoncer la nouvelle. Papa a levé les yeux de son journal. C'est bien, ma chérie. Tu sais que Baptiste a été promu? Mon trophée a fini par prendre la poussière sur mon bureau. Leur indifférence dressait un mur entre nous, brique après brique. Parfois, ce n'étaient pas des mots, juste un regard, un soupir, une question, quand comptes-tu devenir sérieuse? Maman me faisait souvent la morale sur la sécurité financière, prenant Baptiste comme modèle. Lui au moins, il est tranquille pour l'avenir. Papa ne disait rien, mais son silence valait approbation. La nuit, je restais éveillée, repensant à tout ça, me demandant si je serais un jour assez bien. J'essayais pourtant de créer du lien. Je les invitais à dîner, espérant leur montrer mon univers, mais la conversation revenait toujours à Baptiste, ses affaires, ses projets, ses succès. Un jour, j'ai montré à maman un site que j'avais développé pour une start-up. Elle a fait défiler la page 10 secondes avant de lâcher. Tu sais que la boîte de Baptiste vient d'entrer en bourse? C'est incroyable, non? J'ai cessé d'essayer après ça. Vivre dans leur ombre, ce n'était pas seulement une comparaison, c'était une disparition. Mes rêves, mon travail, mes choix, tout semblait effacé. Dans mon petit studio du centre de Lyon, je passais mes nuits à coder. Chaque projet était une marche vers quelque chose de plus grand, même si mes parents ne le voyaient pas. Pour eux, je courais après une illusion, pendant que Baptiste vivait le rêve français. Le pire? J'espérais encore qu'un jour ils me disent. On est fiers de toi, Fiona.
Mais à chaque repas de famille, chaque appel, je comprenais que ce jour n'arriverait jamais. Leur étalon, c'était Baptiste, et je ne serais jamais à la hauteur. Je ne le savais pas encore, mais ces années dans l'ombre allaient faire germer une graine. Une graine de révolte. Tout a explosé lors d'un dîner de famille l'été dernier. J'ai pris la route jusqu'à la maison de mes parents, me préparant au rituel habituel. La table était dressée, poulet rôti, purée, et une tension qu'on pouvait couper au couteau. Maman s'agitait autour des assiettes, papa défilait sur son téléphone sans lever les yeux. Baptiste est arrivé, costume taillé sur mesure, respirant l'argent et la suffisance. Il venait d'acheter une maison dans un quartier chic et comptait bien le rappeler à tout le monde. « Regardez ça », a-t-il dit en glissant son téléphone sur la table. Une photo de sa maison moderne, toute vitrée, apparut sur l'écran de son téléphone. 4 chambres, 3 salles de bain et une vue à couper le souffle. Les yeux de maman se mirent à briller. « C'est incroyable, Baptiste, » dit-elle, la voix pleine de fierté. Papa acquiesça, posant enfin son téléphone. « Tu t'es vraiment surpassé, mon fils. » Je restais là, à pousser distraitement la purée dans mon assiette, attendant l'inévitable. Ça ne tarda pas. Maman se tourna vers moi, son sourire s'éteignant. « Fiona, tu loues toujours ton petit appartement en centre-ville, n'est-ce pas ?» Son ton était tranchant, comme si elle grondait une enfant. Avant que je puisse répondre, Baptiste se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, ma petite fée, comment va ton boulot de codeuse à ton compte? Toujours en galère ?» Je serrai ma fourchette, les joues brûlantes. Je venais pourtant de décrocher un contrat avec une jeune start-up tech, mais à quoi bon le dire? Il ne s'y intéresserait pas. « Ça va, » répondis-je d'une voix calme. Maman secoua la tête. « Tu aurais dû choisir un métier stable comme ton frère. Lui, il a une vraie carrière. » Papa ajouta, d'un ton grave. « Le travail indépendant, c'est risqué, Fiona. Il te faut un plan. » Je fixais mon assiette, leurs mots s'empilant comme des briques sur ma poitrine. Baptiste n'en avait pas fini. « Elle sera fauchée à vie, » lança-t-il en riant, ses yeux pétillants de moquerie. Maman et papa rirent avec lui, comme si ma vie n'était qu'une blague. J'avais envie de hurler, de leur dire mes nuits blanches, mes clients, l'argent que j'avais commencé à économiser. Mais à quoi bon? J'avais déjà essayé, et cela n'avait jamais compté. À la place, j'ai respiré lentement et forcé un sourire. Peut-être bien, ai-je murmuré. À l'intérieur pourtant, quelque chose s'est brisé. Leur rire n'était pas seulement cruel, c'était une frontière. Je ne m'en dirai plus jamais leur respect. Le reste du dîner traîna en longueur. Baptiste continua à se vanter, sa nouvelle voiture, sa promotion, sa vie parfaite. Maman pendait à ses lèvres, s'extasiant sur ses plans de travail en granit et son système domotique dernier cri. Papa posait des questions sur les impôts fonciers, hochant la tête comme s'il parlait à un génie de la finance. Je restais silencieuse, mon esprit tournant à toute vitesse. Pendant des années, j'avais cherché leur approbation. Mais pourquoi? Ils ne me verraient jamais comme ils voyaient Baptiste. En débarrassant mon assiette, maman tenta d'adoucir ses mots. « Fiona, on veut juste que tu sois en sécurité, ma chérie. » Sa voix avait ce ton faussement bienveillant qui me serrait la gorge. Je hochai la tête, incapable de répondre. Baptiste croisa mon regard, son rictus toujours là. « Ne t'en fais pas, fée. Un jour, tu comprendras. » Il disait ça comme on jette un os à un chien. Je n'ai rien répondu. Je n'en avais plus besoin. Sur le trajet du retour, les lumières de Lyon défilaient à travers le pare-brise, floues et froides. C'est là que j'ai pris ma décision. J'en avais fini avec leurs comparaisons, leurs piques, leur mépris. Je ne rappellerai plus, je ne viendrai plus. Je ne gaspillerai plus une seconde à essayer de prouver ma valeur. Mon avenir, c'était le code, pas leur opinion. Je serrai le volant, les jointures blanchies, et j'ai ressenti une clarté nouvelle. Ce n'était pas de l'abandon. C'était un choix, celui de me choisir moi. Je ne le savais pas encore, mais ce dîner serait le dernier que je partagerais avec eux. Leurs mots avaient allumé un feu, non pas de colère, mais de détermination. J'allais construire quelque chose qu'ils ne pourraient ni ignorer ni toucher. Et je le ferais à mes conditions. Cette nuit-là, de retour dans mon petit studio du centre-ville, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Je faisais déjà du développement à la pige depuis des années, enchaînant les petits projets pour payer le loyer. Mais après ce dîner, j'ai tout donné. J'ai créé un site pour présenter mes services, me positionnant comme développeuse d'applications mobiles. J'ai contacté toutes les jeunes pousses technologiques de la région lyonnaise. Au début, ma boîte mail s'est remplie de refus. Mais je n'ai pas lâché.
Puis un matin, un message a changé la donne, une start-up de sport voulait que je développe l'infrastructure de leur application de remise en forme. Un contrat de 6 mois, payé plus que tout ce que j'avais gagné en une année. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai enregistré officiellement ma petite entreprise, Code Piste Solutions. Ce n'était qu'un nom, un numéro ciré, mais pour moi, c'était une déclaration. Je construisais quelque chose de réel, et c'était à moi. Je travaillais 16 heures par jour, corrigeant des bugs, respectant les délais, apprenant à négocier mes contrats. Au bout de 3 mois, j'avais signé 2 nouveaux clients, une appli de livraison de repas et une plateforme de commerce en ligne. Mon compte en banque, autrefois à sec, commençait à respirer. Un soir, j'ai retrouvé mon amie Irène Chauveau pour un café. Épuisée, je doutais de pouvoir tenir ce rythme. Irène, qui dirigeait son propre studio de design graphique, m'écouta attentivement. « Fiona, dit-elle d'une voix ferme, tu es douée. Mieux que douée. Tu construis quelque chose de solide. Ne laisse personne, surtout pas ta famille, te faire croire le contraire. » Ces mots m'ont touchée profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comprise. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé mon écran, porté par ces paroles. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. J'avais juste besoin de croire en moi. L'argent a commencé à rentrer plus vite que je ne l'aurais cru. Le projet de l'application sportive m'a valu une recommandation pour un autre, un système de réservation de voyage. J'ai même embauché une assistante à temps partiel pour gérer les mails, afin de me concentrer sur le code. Au bout de 6 mois, je gagnais plus que je n'aurais jamais osé imaginer. J'ai ouvert un compte épargne et j'ai regardé le solde grimper. Pour la première fois, j'ai laissé mon esprit rêver plus grand. J'avais toujours voulu une maison, pas juste un toit, mais un lieu à moi, où je pourrais construire ma vie à ma façon. J'ai gardé mes distances avec ma famille. Maman a envoyé quelques messages pour demander pourquoi je ne donnais plus de nouvelles. Je répondais brièvement, prétextant le travail. Papa a laissé un message vocal, une seule fois. « Tu viendras à notre anniversaire de mariage ?» Je n'ai pas répondu. Fidèle à lui-même, Baptiste n'a jamais cherché à reprendre contact. Et je m'en fichais. Leur voix, leur pic sur ma carrière soi-disant risquée, tout ça s'effaçait peu à peu. Mon petit appartement devenait un souvenir lointain, pendant que je me concentrais sur mes objectifs. Je ne cachais pas ma réussite. Je ne voyais simplement plus l'intérêt de la partager avec des gens qui ne s'étaient jamais souciés de moi. Un soir, en parcourant des annonces immobilières, je suis tombée sur une maison de style anglais à Bois-Clair, en banlieue de Lyon. Les photos montraient des arcs en pierre, des vitraux colorés et un jardin assez grand pour y planter un potager. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas juste une maison. C'était un symbole. Je pouvais m'y voir travailler depuis un bureau lumineux, vivant une vie que j'aurais bâtie de mes propres mains. Je n'étais pas encore prête à acheter, mais l'idée s'est enracinée. Le lendemain, j'ai appelé ma banque pour parler d'un prêt immobilier. Les chiffres qu'ils m'ont annoncés m'ont un peu fait tourner la tête, mais aussi fait comprendre que c'était possible. Je pouvais le faire. En quelques mois, je jonglais entre 4 clients et je refusais même des offres faute de temps. Code Piste Solutions n'était plus un petit projet d'indépendante, c'était une vraie entreprise. J'ai investi dans un nouvel ordinateur portable, loué un espace de coworking pour mes rendez-vous clients et même commencé à envisager d'embaucher un autre développeur. La fille qu'on avait ridiculisée autour d'un poulet rôti n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui connaissait sa valeur et qui n'avait plus peur de miser sur elle-même. Je ne le savais pas encore, mais j'étais en train de poser les fondations de quelque chose de bien plus grand que je ne l'aurais imaginé. La maison de Bois-Clair n'était plus un rêve, c'était un objectif. Et j'étais bien plus proche de l'atteindre que ma famille ne pourrait jamais le deviner. 8 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Daniel Perrin, mon conseiller financier. Depuis mes débuts avec Code Piste Solutions, Daniel suivait mes économies de près. « Fiona, me dit-il, la voix calme mais enthousiaste, ta situation est solide. Tu as déjà pensé à investir dans l'immobilier ? » Pas vraiment. J'étais tellement concentrée sur le travail que l'idée d'acheter me paraissait encore lointaine. Mais Daniel m'a exposé les chiffres, mes revenus, mon épargne, le marché immobilier lyonnais. Une maison dans un bon quartier, c'est un investissement dans ton avenir. J'ai raccroché, la tête pleine d'idées. Et si c'était le moment ? Les semaines suivantes, je passais mes soirées à faire défiler les annonces. Chaque maison représentait une possibilité que je n'avais jamais osé imaginer. Puis je l'ai revue, la maison de Bois-Clair. Une bâtisse en briques rouges, avec des arcs élégants et un jardin verdoyant. Un quartier calme, bordé d'arbres et chargé d'histoire.
J'ai pris rendez-vous pour la visiter le lendemain, le cœur battant d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. À la visite, j'ai rencontré Madame Rose Turner, la propriétaire. Une femme vive du regard, près de 80 ans, qui m'a fait faire le tour elle-même. Cette maison a une âme, dit-elle en caressant les lattes du plancher en chêne. Je ne la vendrai pas à n'importe qui. Je suis tombée sous le charme. Le salon avait une cheminée en pierre, parfaite pour les soirs d'hiver. L'étage offrait un bureau donnant sur le jardin, l'endroit idéal pour coder la nuit. Tout semblait me parler, comme si la maison m'attendait. Rose m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai raconté mon parcours, mon entreprise, mes débuts modestes. Son regard s'est adouci. « Vous avez du courage », m'a-t-elle dit. « Cette maison a besoin de quelqu'un qui saura l'aimer comme je l'ai aimé. » Nous avons parlé 1 heure durant, de la ville, de sa jeunesse, des souvenirs qu'elle laissait entre ses murs. Avant que je parte, elle m'a serré la main. « Je crois que c'est vous la bonne personne. » Je suis sortie de là avec sa bénédiction, déterminée à faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Daniel m'a aidé à faire les calculs. Mon épargne couvrait l'apport, et mes contrats assuraient un revenu stable. J'ai fait une offre cette même semaine. Les jours d'attente furent interminables. Puis Daniel m'a appelé. « Félicitations, Fiona. L'offre est acceptée. » Je me suis assise sur le sol de mon appartement, sans voix. Ce n'était pas juste une maison. C'était la preuve. La preuve que j'avais réussi, sans eux. La signature fut un tourbillon de papier et de stylos. À la fin de l'été, les clés étaient entre mes mains. J'ai franchi le seuil seul, le cœur battant, consciente du poids de ce moment. C'était chez moi. Personne ne pourrait jamais me l'enlever. Ni ma mère, ni mon père, ni Baptiste. Cette première nuit, j'ai dormi sur un sac de couchage dans le salon, les yeux rivés au plafond. Je me sentais enfin à ma place. Puis vinrent les travaux. Je voulais conserver le charme ancien tout en y ajoutant ma touche. J'ai fait poncer les planchers de chêne pour en raviver la chaleur. Les vitraux, ternis par le temps, ont retrouvé leur éclat d'origine. J'ai transformé le bureau de l'étage en atelier de développement. Un grand bureau face au jardin, des étagères encastrées pour mes manuels techniques et un coin lecture près de la cheminée. Chaque choix était réfléchi, chaque détail portait ma marque. Le déménagement fut surréaliste. J'ai emballé mon petit studio, ce lieu où j'avais reconstruit ma vie, et je l'ai quitté sans un regard en arrière. Le premier matin à Boisclair, la lumière traversait les vitraux, projetant des couleurs sur le parquet. J'ai installé mon ordinateur, mes écrans, et je me suis remise à coder, entourée de silence et de paix. Ce n'était pas qu'une maison. C'était un refuge. Un espace où je pouvais être moi-même, sans jugement. Je n'ai rien dit à ma famille. Ils ne le méritaient pas. Quelques semaines plus tôt, maman m'avait envoyé un message. « Tu fais toujours ton truc avec les ordinateurs ?» Je n'ai pas répondu. Papa ne laissait plus de messages. Quant à Baptiste, fidèle à son habitude, il gardait le silence. Et moi? Je ne ressentais plus rien. Cette maison, cette vie, je les avais bâties seule. Pierre après pierre, ligne après ligne de code. J'avais transformé un rêve en réalité, et cela suffisait. J'étais dans mon nouveau bureau, en train d'ajuster un bout de code pour un client, quand des notifications ont illuminé mon écran. Des messages de ma mère. « Fiona, on a entendu dire que tu avais acheté une maison à Boisclair. C'est vrai ?» À peine quelques secondes plus tard, un autre message, cette fois de mon père. « Pourquoi tu ne nous en as pas parlé ?» Je les ai ignorés, le ventre noué. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis des mois, et voilà qu'ils revenaient à la charge à cause d'une rumeur. Quelqu'un du quartier avait forcément parlé. Boisclair était petit, et les nouvelles circulaient vite. Je n'ai pas répondu. Qu'ils se posent leurs questions. Cet après-midi-là, j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. En jetant un œil par le vitrail du salon, je les ai vus, maman, papa et Baptiste, sortant du SUV brillant de ce dernier. Mon cœur s'est emballé. Ils n'avaient ni appelé, ni demandé à venir. Ils s'étaient simplement pointés, comme s'ils avaient encore un droit sur mon espace. Je les ai regardés avancer sur le chemin de pierre. Maman serrant son sac contre elle, papa suivant sans un mot, et Baptiste ouvrant la marche avec son éternelle arrogance. La sonnette a retenti, sèche, insistante. J'ai pris une grande inspiration, lissé mon pull. C'était ma maison, ma vie, mes règles. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, figés, les yeux écarquillés, balayant la façade à colombage comme s'ils n'y croyaient pas. Maman a parlé la première, la voix tendue. « Fiona, on veut voir cette maison. Les gens disent que tu l'as achetée. C'est vrai ?»
Papa a hoché la tête, le front plissé. On veut juste comprendre, ma chérie. Et Baptiste, les bras croisés, avec ce sourire moqueur que je connaissais trop bien. Pas possible que t'aies réussi ça, Fée. Montre un peu. Je suis restée dans l'encadrement, la main crispée sur la poignée. Leurs visages, pleins de doutes, de mépris, d'assurance, ont fait remonter en moi chaque pique, chaque jugement autour de cette fameuse table du dîner. Tu seras fauché toute ta vie. Tu devrais faire comme Baptiste. Papa n'avait rien dit, mais son silence avait toujours suffi. J'avais avalé ces mots pendant des années. Mais pas cette fois. Ma voix est sortie, calme, tranchante. Dégagez de ma propriété. Avant qu'il puisse réagir, j'ai claqué la porte. Le bruit a résonné dans toute la maison. Adossé contre le bois, j'entendais leurs protestations étouffées à l'extérieur. Mon cœur battait à tout rompre, mais il était léger. Pour la première fois, je me sentais intouchable. Dehors, Baptiste a ricané. Elle plaisante, non? Puis la voix de maman, aiguë, pleine d'indignation. Fiona, ouvre cette porte. Nous sommes ta famille. Papa a murmuré quelque chose, sûrement pour la calmer. Je n'ai pas bougé. Quelques secondes plus tard, des pas, des portières qui claquent, puis le moteur du SUV. Silence. J'ai expiré, un sourire me traversant le visage. Je l'avais fait. J'avais tracé une limite qu'il ne franchirait plus. Le soir même, ma meilleure amie Irène est passée, les bras chargés d'une boîte à pizza et d'un plateau de cupcakes. Cadeau de pendaison de crémaillère, lança-t-elle en entrant, hilar. Elle posa le tout sur la table basse, ses yeux admirant les parquets en chêne et la cheminée de pierre. Fiona, c'est splendide ici, dit-elle en se laissant tomber sur le canapé. Je l'ai remerciée, puis nous avons ouvert les sodas. On a mangé, ri, parlé de clients pénibles et des bouchons de lion. Elle n'a pas évoqué ma famille, elle n'en avait pas besoin. Sa visite était légère, joyeuse. Pas une séance de thérapie, mais une célébration. En la regardant rire, j'ai senti le poids de la journée retomber. Fermer cette porte n'avait pas seulement été un geste impulsif, c'était un acte de reprise de pouvoir. Ils étaient venus vérifier une rumeur, chercher des failles dans ma réussite. Mais je ne leur devais aucune preuve. Cette maison, avec ses arches et ses vitraux lumineux, était mon œuvre. Je l'avais construite avec mes années de code, mes nuits blanches, ma volonté pure. Leurs doutes ne m'atteindraient plus jamais. Quand Irène est partie, je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture. L'air du soir était frais sur ma peau. Elle m'a serré dans ses bras. Promis, je reviens bientôt pour une vraie visite. Ses feux arrière ont disparu au bout de la rue. Je suis restée là, dans mon allée, à contempler la maison que j'avais faite mienne. Cette confrontation n'était pas une fin. C'était un début. J'avais choisi moi-même. Et plus personne ne pourrait me l'enlever. Les jours qui ont suivi furent calmes. Je reprenais mon rythme à bois clair, entre projets et rendez-vous, dans une sérénité presque nouvelle. Jusqu'à ce que les rumeurs me rattrapent. Une ancienne connaissance du quartier m'a écrit, évoquant Baptiste. Apparemment, il avait des ennuis, et pas des petits. Je n'ai pas posé de questions. Je détestais les ragots. Mais l'histoire a fini par me parvenir. Le fils prodige de la finance avait fait un mauvais pari. Il avait investi lourdement dans un projet immobilier de luxe qui s'était effondré quand le marché avait chuté. Sa fameuse maison secondaire, celle dont il se vantait sans arrêt, avait été saisie. Son cabinet, lui aussi, encaissait le choc. Les clients partaient. Son image d'homme d'affaires infaillible se fissurait. On disait qu'il se battait pour sauver sa résidence principale, celle qu'il avait tant exhibée lors de ce dîner où tout avait commencé. Je n'ai ressenti ni joie ni pitié. Juste une reconnaissance tranquille, son piédestal n'était plus si haut. Pendant ce temps, mon téléphone recommençait à vibrer. Des messages de maman, au ton étonnamment doux. « Fiona, on peut parler ? On est si fiers de ta maison. On ne voulait pas te blesser. » Et des messages vocaux de papa, la voix grave, hésitante. « Ma chérie, voyons-nous. Tu nous manques. » Je les ai lus, écoutés. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du bouton répondre. Mais chaque mot me paraissait être un piège. Il n'avait jamais soutenu mon travail, mes rêves. Il s'y intéressait seulement maintenant parce que j'avais réussi. Pas par amour. Par envie. Ou peut-être par honte. J'ai tout supprimé. Message après message. Chaque effacement, un petit acte de libération. Je n'étais plus en colère. J'étais simplement libre. Ma maison, ma vie, m'appartenaient enfin. Et il n'y avait plus leur place. Un après-midi, Irène est passée chez moi, son ordinateur sous le bras.
Elle travaillait avec moi sur un nouveau projet, l'interface d'une application de gestion budgétaire pour l'un de mes clients. Ton code est nickel, dit-elle en s'installant à la table de la salle à manger. Mais mes designs vont donner vie à cette appli. Nous avons passé des heures à ajuster les écrans, à tester des couleurs, à débattre sur les polices. Son œil artistique me poussait à affiner mon travail, et notre collaboration coulait de source, comme si nous construisions quelque chose de plus grand que nous. Ce n'était plus une histoire de famille ni de passé. C'était le futur que je bâtissais. En travaillant, Irène a évoqué d'une voix distraite ce qu'elle avait entendu à propos de Baptiste. Apparemment, il traverse une sale période. Je me suis contentée d'acquiescer, les yeux rivés sur mon écran. Je ne voulais pas m'y attarder. La chute de Baptiste n'était pas ma victoire. C'était simplement la conséquence de ses choix. Pendant des années, je m'étais définie à travers lui. Aujourd'hui, je m'en moquais. Les messages de ma mère continuaient d'arriver, de plus en plus désespérés. Fiona, nous sommes une famille. Ne nous rejette pas. Mon père appelait encore, laissant des messages sur ma boîte vocale, parlant de venir voir la maison. Je laissais sonner, puis je supprimais tout sans écouter. Leurs mots n'avaient plus le même poids. Je les voyais tels qu'ils étaient. Des gens prisonniers de leur propre récit, incapables d'accepter que j'ai réécrit le mien. Ils n'avaient jamais présenté d'excuses. Pas pour leur moquerie, ni pour leur comparaison. Ils voulaient simplement accéder à ma réussite. Et ça, je ne leur donnerai pas. Un soir, assise dans mon bureau, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux, j'ai pris le temps de contempler tout ce que j'avais construit. Code Voix Solutions prospérait. Ma maison était mon sanctuaire. Et j'avais dans ma vie des personnes comme Irène, qui me voyaient pour ce que j'étais, pas pour ce qu'elles attendaient que je sois. Leur absence ne laissait pas de vide. Elle laissait de la clarté. Je savais qu'il ne changerait jamais. Maman verrait toujours Baptiste comme l'exemple. Papa continuerait de hocher la tête sans un mot. Et Baptiste, lui, courait éternellement après une lumière qui s'éteignait peu à peu. Fermer la porte sur eux n'était pas un geste de rancune. C'était une protection de ma paix. Pendant trop longtemps, j'avais essayé d'entrer dans leur histoire. Désormais, c'était moi l'auteur de la mienne. En enregistrant mon code et en refermant mon ordinateur, une certitude tranquille m'a traversée. Ma vie, ma maison, mon travail, ma liberté, tout cela me suffisait. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour le savoir. Un mois plus tard, j'ai organisé ma première soirée dans ma maison de bois clair. Le salon brillait sous les guirlandes lumineuses et la cheminée de pierre crépitait doucement. Irène et plusieurs collègues du milieu tech riaient, un verre à la main. L'ambiance vibrait de joie et de discussions passionnées, à 1000 lieues de la tension qui régnait quand ma famille avait franchi cette même allée. Irène leva son verre, un sourire éclatant aux lèvres. À Fiona, à son entreprise et à cette maison magnifique. Les applaudissements et les rires éclatèrent. Une chaleur douce m'envahit, pas celle du feu, mais celle de la reconnaissance. C'était mon cercle désormais. Des gens qui me voyaient, pas qui me jugeaient. Au fil de la soirée, j'ai observé mes invités admirer les parquets, les vitraux, le bureau donnant sur le jardin. Un développeur complimenta mon installation, un autre me demanda comment j'étais passé du freelancing à la propriétaire que j'étais aujourd'hui. Je souris, éludant la question. Mais en préparant un nouveau plateau d'amuse-bouche dans la cuisine, je repensais à mon parcours. Les années passées sous le poids des comparaisons. Ce dîner d'été, leur rire cinglant. Le moment où j'avais décidé de tourner la page, pas pour me venger, mais pour me choisir. Chaque ligne de code, chaque contrat, chaque clou dans cette maison représentait une étape vers une vie que j'avais définie moi-même. J'avais appris par d'autres que Baptiste ne s'était jamais remis de ses erreurs. Ses investissements ratés avaient brisé sa réputation. Il n'était plus l'homme intouchable qu'il prétendait être. Quant à mes parents, leurs appels s'étaient tus. Leurs messages avaient cessé. Et je ne cherchais pas à en savoir plus. Leur silence n'était pas une perte. C'était la liberté. Ils ne m'avaient jamais comprise. Et j'avais cessé d'attendre qu'ils essaient. Ce que j'avais compris, c'était simple, mais lourd de sens. La vraie réussite, ce n'est pas de savoir qui t'applaudit. C'est de vivre en accord avec toi-même. Couper les liens avec des gens toxiques, même quand c'est ta famille, ce n'est pas de la trahison. C'est de la survie. Cette maison, mon travail, ma paix, je les avais conquis seul. Je n'avais pas besoin des félicitations de maman, de papa, ni de Baptiste pour savoir que j'avais réussi. Je le voyais dans ce que j'avais bâti. Et dans ses amis qui emplissaient ma maison de rire. Quand la soirée s'est terminée, Irène m'aidait à ranger la vaisselle. Tu gères ça comme une chef, Fiona, dit-elle en me lançant un torchon.
J'ai éclaté de rire, reconnaissante. Pas de jugement. Juste de l'amitié. Mes collègues sont partis en promettant de retravailler ensemble. J'ai refermé la porte, laissant le silence retomber doucement. Devant la cheminée, où ne restait plus que des braises, je me suis tenue droite, les mains posées sur le dossier du canapé, et j'ai ressenti une paix profonde. C'était suffisant.